Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet vraiment majeur, la rénovation énergétique des logements en France. Bonjour. Oui, un chantier absolument essentiel si on veut tenir nos objectifs climatiques. C'est ça. Et pour en parler, on a d'un côté un rapport prospectif qui regarde vers 2030 et de l'autre, des infos sur un outil numérique fait pour aider les pros du secteur, un secteur, on va le voir, assez complexe. Tout à fait. C'est un sujet où, clairement, les ambitions politiques se heurtent un peu à la réalité du terrain pour les particuliers et aussi aux besoins d'organisation des entreprises elles-mêmes. Notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu tout ça. Les objectifs, bien sûr, mais aussi les freins, la complexité, l'argent, le manque de bras aussi. On va regarder les règles qui changent, les technologies qui bougent et comment les professionnels essayent de s'adapter. Bon, alors on y va? On déballe tout ça? Allons-y. Ok. Commençons par le contexte. Les ambitions, elles sont très élevées. La France veut diviser par deux sa consommation d'énergie finale d'ici 2050. Ça, c'est le cap lointain. Par rapport à 2012, oui. Exactement. Et plus proche de nous, d'ici 2030, l'objectif, c'est moins 49% d'émissions de gaz à effet de serre pour le bâtiment et moins 28% de conso d'énergie pour les bâtiments anciens. On sent bien l'idée de massifier surtout les rénovations globales. Oui, mettre le paquet sur les rénovations performantes plutôt que les petits gestes isolés. Voilà. Mais alors, si on regarde le bilan 2024 de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, il y a un truc un peu bizarre, non? Effectivement, c'est assez paradoxal. Certains ont même parlé de succès catastrophique. Ah ouais? Oui. Pourquoi? D'un côté, le budget des aides a explosé. On est à 3,77 milliards d'euros. C'est énorme. Mais de l'autre, le nombre total de logements aidés a chuté, moins 35% par rapport à 2023. On tombe à environ 340 000 logements. Attendez. Plus d'argent public, mais moins de rénovation au final. Comment on explique ça? L'explication, c'est un choix politique assumé. Privilégier la qualité, la profondeur des rénovations plutôt que la quantité. La réforme MaPrimeRénov' de début 2024 a vraiment mis l'accent sur ce qu'on appelle les rénovations d'ampleur. D'accord. Et ça se voit, hein, le nombre de ces gros projets a bien augmenté, plus 19 761 projets, avec une aide moyenne par projet qui fait réfléchir, plus de 36 000 euros. Ah oui, quand même. Voilà. Et en même temps, les aides pour les gestes uniques, genre juste changer ses fenêtres ou isoler les combles, elles ont été soit réduites, soit rendues plus compliquées d'accès. L'aide moyenne pour ces gestes est tombée à 3 600 euros. Mais cette transition, elle n'a pas été simple, j'imagine. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. La mise en place a été compliquée. Le système était tellement complexe au début qu'il y a eu une chute de 40% des dépôts de dossiers début 2024. 40%? Oui, oui. Des gestes simples ont été sortis du parcours classique. Le fameux parcours accompagné, qui est obligatoire pour les grosses rénaux, il a même été suspendu pendant l'été 2025 pour être vu. D'accord. Et surtout, il y a eu un gros souci au démarrage avec Mon accompagnateur Rénov'. Ces conseillers agréés, qui sont pourtant la clé pour guider les gens, ils n'étaient pas assez nombreux au début. Et le résultat de tout ça? Au final, le volume global de la rénovation aidée a légèrement reculé en 2024, moins 0,8%. Donc on n'a pas encore réussi à massifier malgré les ambitions. On imagine le parcours du combattant pour les particuliers. Pourtant, sur le papier, les aides, il y en a plein. MaPrimeRénov' avec ses différents parcours, les CEE, les certificats d'économie d'énergie, qu'on peut souvent cumuler d'ailleurs, l'éco-prêt à taux zéro jusqu'à 50 000 euros, le prêt avance rénovation, la TVA à 5,5%. Ouf! La liste est longue, oui. Mais c'est un peu ça le problème en fait. Cet empilement, c'est souvent vu comme un maquis illisible et surtout instable. Les règles changent tout le temps. C'est ça. Les dossiers sont complexes, les délais de paiement parfois très longs. J'ai entendu des pros parler de folie administrative. Carrément. Oui. Et une étude a montré que sur 2020-2022, attention, seuls 56% des dossiers d'aide déposés sont allés jusqu'au paiement final. La moitié seulement. À peine plus, oui. C'est un taux de déperdition énorme. Ça freine tout, évidemment. On comprend le découragement. Ça doit refroidir pas mal de monde. Et pour les professionnels du bâtiment, quel impact? C'est un frein clair à la massification qu'on recherche. Ça décourage aussi les entreprises, surtout les TPE, les artisans, qui ont du mal à suivre ces changements constants, à gérer cette paperasse. D'ailleurs, on voit que le nombre d'entreprises certifiées RGE, reconnues garants de l'environnement, a tendance à baisser. Ah oui, alors que c'est quasi obligatoire pour les aides. Exactement. C'est un cercle vicieux.
et G. Début 2024, il y en avait 4,2 millions. Presque 14% des résidences principales. C'est énorme. Et même quasi 16% dans le parc locatif privé. Et là, la pression monte avec l'interdiction de location qui arrive 1er janvier 2025 pour les G, janvier 2028 pour les F. C'est une pression réglementaire très forte, oui. Le risque, pointé par certains, c'est que des proprios-bailleurs, devant le coût et la complexité des travaux, jettent l'éponge et retirent leurs biens de la location, ce qui aggraverait la crise du logement. C'est un vrai risque. Mais il y a un autre phénomène intéressant sur le marché de la vente. Ces logements mal classés, ils se vendent en moyenne 1,7 fois plus vite que les autres. Ah bon? Pourquoi? La décote à l'achat attire des acheteurs qui se disent « Ok, c'est une passoire, mais je négocie le prix et j'intègre le coût des travaux dans mon projet. » Le DPE devient un argument de négo. D'accord. Et il y a aussi la perspective de la valeur verte, c'est-à-dire que le bien, une fois rénové, vaudra plus cher. On parle de plus 10 à plus 20%. C'est un moteur assez puissant pour certains acheteurs. Et ce DPE, justement, ce fameux diagnostic de performance énergétique, il va y avoir un changement majeur bientôt. Et là, ça pourrait vraiment changer la donne de façon inattendue. Ah oui, alors là, attention, au 1er janvier 2026, il y a une modification technique assez importante dans le calcul. Ça concerne le coefficient de conversion de l'électricité. Expliquez-nous ça simplement. En gros, pour calculer la performance d'un logement, on convertit toutes les énergies, gaz, fioul, électricité, en une unité commune, l'énergie primaire. Pour l'électricité, ce coefficient était de 2,3. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il fallait 2,3 unités d'énergie primaire pour produire une unité d'électricité finale chez vous, à cause des pertes de production et de transport. Ok. Ce chiffre était jugé pénalisant pour le chauffage électrique par rapport au gaz, par exemple, donc ce coefficient va passer à 1,9. On s'aligne sur une méthode européenne. D'accord. Et les conséquences concrètes sur les étiquettes F et G? Elles sont assez spectaculaires. On estime qu'environ 850 000 logements vont sortir artificiellement, si on peut dire, des classes F et G, sans faire un seul travaux. Pardon? 850 000? Oui. C'est surtout vrai pour les logements chauffés à l'électrique. Près de la moitié d'entre eux, 47%, pourraient gagner au moins une classe, contre seulement 5% pour ceux au gaz. C'est énorme. Bon, d'un côté, c'est un soulagement pour les proprios concernés, surtout les bailleurs qui voient l'échéance de 2025 ou 2028 approcher. Oui, les fédérations immobilières disent que ça va permettre de garder des logements sur le marché locatif. C'est un argument social. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne risque pas un peu de cacher la poussière sous le tapis? Si on améliore les notes sans toucher à la consommation réelle, on risque pas de freiner l'élan pour les vrais travaux. C'est toute l'ambiguïté, exactement. La critique principale, c'est ça. C'est une amélioration purement administrative, un coup de pouce réglementaire qui ne change rien à la facture d'énergie ou aux émissions de CO2. Le risque, c'est clair, c'est de démobiliser certains proprios qui se disent « Oh bah super, je suis sorti du rouge, plus besoin de faire les travaux tout de suite ». Et donc, ça pourrait freiner l'effort global vers la sobriété? Oui, ça pourrait ralentir la dynamique des travaux d'isolation, de changement de système de chauffage vers des solutions plus performantes comme les pompes à chaleur. C'est un vrai débat. D'accord. Donc, même avec cette réforme du DPE, atteindre les objectifs de 2030 reste un vrai défi. Quels sont les gros freins structurels qui persistent alors? On en voit surtout deux. Deux énormes goulets d'étranglement. Le premier, c'est la main-d'œuvre, les bras pour faire les travaux. Le manque de personnel qualifié? Exactement. Pour atteindre le rythme qu'on vise, il faudrait créer, selon les estimations, entre 170 000 et 250 000 emplois de plus dans le bâtiment d'ici 2030. Or, aujourd'hui déjà, le secteur peine à recruter. Il manquerait environ 220 000 postes, surtout dans le second œuvre. C'est-à-dire? Électriciens, plombiers, chauffagistes, peintres, plaquistes, tous ces métiers-là. Rien que pour eux, le déficit serait de près de 100 000 ouvriers qualifiés. Ah oui, c'est considérable. Et la structure du secteur n'aide pas. C'est beaucoup de très petites entreprises, d'artisans. Ils font 71% des travaux. C'est plus compliqué pour eux de former, de monter en compétences à grande échelle. Un défi humain énorme. Et le second gros obstacle? Pas de surprise, hein. Le financement, l'argent. On estime qu'il manque entre 20 et 30 milliards d'euros par an d'investissement pour atteindre les objectifs. 20 à 30 milliards par an. Oui, et même avec les aides publiques, qui sont importantes, le reste à charge pour les ménages, c'est souvent le frein numéro 1. Le montant qui reste à payer une fois les aides déduites. Voilà. Et ce qui est frappant, c'est que les Français sont assez réticents à emprunter.